Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, depuis le mois de février exactement. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai déménagé encore pour la 5e fois je crois en 9 mois. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais je pense que c'est bon, je suis bien installée, j'ai trouvé la ville qui me correspond, tout va bien. Alors du coup maintenant je suis prête pour reprendre mes vidéos et je vais commencer par vous parler de mes lectures, des lectures que j'ai faites depuis le mois de février donc. Et j'ai décidé de faire ça par thème parce que sinon la vidéo risque d'être très longue et ennuyeuse. Du coup dans celle-ci je vais vous parler de mes lectures féministes. Je vais vous parler de lectures que j'ai adorées, de celles qui m'ont déçue et de celles qui ne m'ont pas intéressée tout simplement. Voilà. Je vais commencer quand même par celle que j'ai adorée. Il s'agit du mythe de la virilité d'Olivia Gazalet qui avait été publié en 2017 et qui est sorti en poche je pense en 2018 ou en 2019. En tout cas Olivia Gazalet est quelqu'un que j'adore. J'avais déjà lu Je t'aime à la philo il y a quelques années que j'avais beaucoup aimé et celui-là a encore une fois été un... Est-ce que je peux dire un coup de cœur? Je sais pas, c'était une excellente lecture. Le mythe de la virilité, c'est un essai qui est très riche en termes de bibliographie, de sources de recherche. C'est un livre qui est très recherché où il y a des dizaines de pages de bibliographie et de sources. Il est très facile à lire, il est très accessible, il n'est pas du tout technique ou orienté genre vers les scientifiques ou pour les professionnels ou pour les personnes spécialisées dans le genre. Pas du tout, c'est une lecture qui se lit très bien. Le mythe de la virilité, donc Olivia Gazalet, elle va essayer de revenir sur cette notion de virilité chez l'homme et comment elle est apparue, pourquoi, dans quel intérêt, pour servir quels intérêts, est-ce que finalement ça a servi vraiment l'homme ou est-ce qu'aujourd'hui les hommes se retrouvent plutôt piégés dans cette notion de virilité puisque ça constitue quand même une grande pression sociale sur eux puisque voilà ils doivent correspondre à ce critère de virilité juste parce que ce sont des hommes. Je vais pas rentrer dans les détails du genre et définir qu'est-ce qu'un homme et tout ça, mais voilà, c'est-à-dire que en général quand je dis homme en parlant du mythe de la virilité, ce sont tous les humains avec des organes génitaux masculins, voilà. Plus exactement, c'est de ces personnes-là que parle Olivia Gazalet quand elle parle des hommes. Et voilà, donc une fois qu'on est né avec un pénis, on a cette pression sur soi qu'il faut qu'on soit viril, sinon on n'est pas un homme. Et du coup, elle va revenir sur cette notion-là, sur son histoire, et elle va y revenir de différents points de vue en fait. Elle va en parler d'une manière scientifique, elle va en parler d'une manière historique, elle va en parler d'une manière sociale, philosophique, politique. Du coup c'était très bien fait. Olivia Gazalet, je pense qu'elle a une culture générale quand même assez énorme parce que à chaque fois elle va traiter le sujet de différents points de vue comme ça, parfois en parlant aussi de littérature, de la virilité dans la littérature, etc. Voilà, donc c'est une lecture que je recommande énormément. Je ne vais pas en parler en détail parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire dessus, mais franchement foncez, quel que soit votre genre. Ensuite Moi Tituba sorcière de Maryse Condé, c'est un autre essai féministe que j'ai adoré. Maryse Condé que je ne connaissais pas du tout, le livre est paru en 86. Vous allez rigoler mais j'ai été attirée par la couverture. Pourquoi? Parce que j'avais vu ce tableau dans le clip de Beyoncé et Jay-Z. Voilà, et du coup ce qui avait attiré mon attention, mais aussi en même temps parce que j'avais déjà entendu beaucoup de monde en parler avant.
enfin au moment où je l'avais acheté il y a quelques mois, notamment sur Instagram. J'ai adoré cette lecture, ça se lit très très vite, je l'ai bouffé en un week-end et ça m'a donné envie de lire toute la bibliographie de Maryse Condé. Il a été publié en 86 mais il est énormément d'actualité, il aurait pu être publié en 2019. Maryse Condé va nous raconter l'histoire de Tituba, qui est une femme qui a vraiment existé, qui est une femme noire qui était esclave aux États-Unis, qui avait été arrêtée à Salem et qui a été condamnée pour sorcellerie, mais ensuite elle va être libérée, et après, une fois qu'il est libéré, en fait on ne retrouve plus d'informations sur elle dans les documents officiels et dans les documents historiques, et du coup Maryse Condé a fait des recherches pour essayer de collecter un maximum d'informations sur elle, et en même temps elle a complété ça par beaucoup d'imagination, beaucoup de fiction. Disons qu'elle a créé une fin à l'histoire de Tituba d'une manière fictive, et elle en a fait une fiction. Du coup c'est une fiction basée sur des faits réels, si vous voulez, une sorte de biographie fictive de Tituba. Il est excellent, c'est encore une fois un roman que je recommande à tout le monde. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, et c'est une lecture très enrichissante. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai adorés. Les livres que je n'ai pas aimés, les livres qui m'ont beaucoup déçue, alors c'est Mona Chollet. Mona Chollet m'a beaucoup déçue, c'est pas comme si je l'adorais et qu'elle m'a déçue, mais disons que par rapport à tout ce que j'entendais, je lisais sur elle, j'étais genre certaine que j'allais adorer. J'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de lire ses livres. J'en ai lu 2 que je n'ai pas fini en fait. Les 2, je pense, je les ai abandonnés vers la moitié. Le premier, c'était Beauté fatale, qui est son essai peut-être le plus connu, publié en 2012, et puis son livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, publié en 2018. Je les ai... le premier, je l'ai... Alors je ne me rappelle plus, il y en a... Le premier je l'ai lu, et le deuxième je l'ai écouté grâce à Audible, et tous les 2 je ne les ai pas finis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout aimé le ton et la façon de faire de Mona Chollet. C'est-à-dire que le sujet en lui-même est super intéressant, le contenu est intéressant, les faits qu'elle rapporte sont très intéressants, mais sa façon de les aborder m'a beaucoup déçue. Et je pense que le fait de... Je l'avais lu, je pense, juste après Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Et ce n'est pas que je veux me montrer péjorative ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment mon évaluation de ces 2 lectures, c'est qu'on voit clairement la différence entre quand c'est une personne qui fait de la recherche, qui a un PhD, qui est docteur, qui est professeur. En fait, on voit la différence entre quand c'est un professeur qui fait de la recherche, qui écrit un essai, et quand c'est une journaliste qui écrit un essai. Parce que les livres de Mona Chollet, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas faits de manière professionnelle, qu'elle prenait beaucoup peut-être parti. En même temps, c'est pas tellement gênant de prendre parti, mais c'est sa façon de faire, encore une fois, que je n'ai pas aimé. Par exemple, dans Beauté fatale, c'était super intéressant parce qu'elle va parler de la beauté féminine et comment elle est présentée dans la culture, notamment la culture pop d'une certaine époque, notamment dans les séries télé. Elle va beaucoup parler de Mad Men, elle va beaucoup parler de magazines féminins, de blogueuses. Elle va carrément citer les noms de certaines blogueuses et elle va vraiment les descendre. Du coup, parfois ça sonnait un petit peu comme un règlement de compte, on avait l'impression qu'elle leur en voulait personnellement, et c'est assez ironique, mais dans Beauté fatale, elle critiquait un petit peu le ton de certains magazines féminins. Moi j'ai trouvé que dans son essai, elle adoptait ce ton là, et justement qu'elle critiquait. C'est à dire que parfois on avait l'impression de lire, parfois on avait plus l'impression de lire des ragots que de lire un essai. Voilà, je suis désolée pour les personnes qui ont adoré ce livre et qui adorent Mona Chollet, mais moi ça m'a beaucoup gênée. Je pense que peut-être que ça ne gênera pas tout le monde, mais moi ça m'a beaucoup gênée, j'ai pas aimé. J'avais l'impression que c'était une personne qui était là en train de me raconter des ragots que je n'avais pas envie d'entendre et que j'avais
et à laquelle j'avais rien demandé en fait. Voilà. Donc, mais le contenu en lui-même, enfin, les faits encore une fois sont très intéressants. Mais sa façon à elle de les aborder que je n'ai pas aimé. Dans Sorcière, ça a été pareil. Dans Sorcière, quand je le disais, j'avais reçu pas mal de messages sur Instagram de la part de maman qui m'avait dit qu'elle n'avait pas du tout aimé Sorcière parce qu'elles se sont senties méprisées, jugées négativement, comme si Mona Chollet les faisait culpabiliser d'avoir choisi ce rôle de mère, et comme si elle n'arrêtait pas de leur dire que en fait vous l'avez pas vraiment choisi, ça vous a été imposé, etc. Et je comprends, j'ai compris un peu leur insatisfaction par rapport à ce livre, parce qu'effectivement c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et elle n'a pas tant que ça parlé du côté sorcière, elle a plus parlé justement du côté de la maternité, et de cette relation complexe qu'ont les mères avec leurs enfants, ou cette absence de relation. Enfin voilà, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai pas du tout aimé, son ton, encore une fois, je l'ai carrément trouvé parfois haineux, c'était assez bizarre, voilà, je n'ai pas aimé. Contrairement à Olivia Gazelle qui est juste, voilà, le top du top pour moi. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Alors j'ai lu cet essai-là, La France virile, des femmes tondues à la libération de Fabrice Virgili. C'est celui-là qui ne m'a pas vraiment intéressée finalement, parce que quand je l'ai acheté, c'est parce que j'ai été super intriguée. Je connaissais pas du tout je connaissais pas du tout cette pratique de tonte des femmes en France pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, et du coup j'étais super intéressée de la lire. Le titre aussi m'a un peu provoquée, du coup voilà, j'étais intéressée, mais finalement ça ne m'a pas intéressée. Alors je vous parle d'abord du sujet. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, certaines femmes en France, on leur a rasé le crâne pour les punir parce qu'elles ont été accusées de collaborer avec les Allemands. Soit de collaborer avec eux, soit parce qu'elles ont juste travaillé pour eux, genre fait le ménage dans un bar géré par des Allemands, un truc comme ça, soit parce qu'on les a accusées d'avoir couché avec eux, d'avoir eu des relations amoureuses avec eux, voilà. Et du coup, lui dans son essai, il a fait beaucoup de recherches parce que il a dit que c'est un sujet qui a souvent été ignoré par les chercheurs et par les historiens, et du coup lui il a fait un travail pour jeter un peu plus de lumière sur cette pratique, quoi, parce qu'il trouve que Fabrice Virgili trouve que c'est un comportement quand même qui est assez intéressant, surtout que il a réalisé que souvent c'était infondé. De un, souvent c'était infondé, des femmes ont subi ce traitement là alors qu'elles n'avaient rien fait ou qu'il manquait énormément de preuves. De deux, parce que ça a été fait d'une manière assez anarchique ou aléatoire, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été fait de manière officielle par les... comment on dit ça, par les machins compétentes, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été fait par des institutions officielles de justice ou quoi que ce soit. Des fois ça a été fait comme ça, mais il y a aussi énormément d'autres cas où c'était juste les gens qui sortaient dans la rue, qui attrapaient des femmes, qui allaient carrément les faire sortir de chez elles pour leur raser le crâne en public, etc. Et du coup lui il se posait la question, qu'est-ce qui les a poussés vraiment à faire ça? Est-ce que c'était finalement est-ce que ça a été vraiment un acte patriotique, ou est-ce que ça a été plus un truc sexiste et misogyne? Voilà. Et moi c'est la question qui m'avait intéressée et que j'espérais explorer un peu plus dans cette lecture là, mais finalement c'est un essai qui ressemble plus à une sorte de rapport très détaillé
avec énormément de chiffres par ville, par village, par région en France, le nombre de femmes, avec des graphiques, voilà. Et finalement c'est pas ça qui m'a intéressée, je voulais pas connaître les chiffres et ces infos, mais c'était plus le pourquoi de la chose et les vraies motivations et ce que ça voulait dire, etc. etc. Du coup voilà, finalement je l'ai abandonné et je l'ai pas fini parce que c'était pas ce que je recherchais et c'était très détaillé par rapport aux régions françaises. Et du coup je pense que quand on est français ça doit être super intéressant, mais à lire probablement, parce que ça va nous en dire un peu plus sur la culture de chaque région et de ses antécédents, etc., sur le sujet. Mais pour moi ça m'a pas intéressé. Voilà, si c'était un truc sur le Maroc où je connais les régions et je connais un peu les mentalités de chaque région, évidemment ça m'aurait beaucoup plus intéressé, mais par rapport à la France, voilà. Du coup ce sont les livres dont je voulais vous parler. Je suis contente parce que la vidéo n'est pas longue, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, c'est tout. Je reviendrai bientôt pour vous parler de mes autres lectures et peut-être vous parler de mon expérience au Vietnam maintenant que je suis enfin installée, enfin officialisée, enfin officiellement expatriée au Vietnam. Je ne suis plus touriste. Du coup voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aussi des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram ou quoi. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, faites de bonnes lectures et à bientôt. Salut!